Le matin se levait à peine sur l'Institut Auguste-Armand, et pourtant, une tension sourde semblait déjà imprégner les murs. Rien n'était visible à première vue, mais dans l'air flottait cette sensation familière des jours où quelque chose se brise sans bruit, lentement, inexorablement. Pour Anaïs, cette journée n'avait rien d'ordinaire. Elle le sentait au poids qui comprimait sa poitrine, à cette impression d'avancer contre un courant qui ne lui laissait aucun répit. Depuis la décision imposée par Storek de maintenir Valdine lors de l'événement Excellence Palace, Anaïs avançait comme en apnée. Elle répétait à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait pas le choix, qu'il s'agissait d'une obligation professionnelle, d'un compromis nécessaire. Mais derrière ces justifications rationnelles, une vérité plus brutale s'installait. Chaque pas qu'elle faisait dans cette direction l'éloignait un peu plus des autres, et surtout de ceux qu'elle aimait. Billy, elle, n'avait pas dormi. Les cauchemars s'étaient enchaînés, comme des rappels violents d'un passé qui refusait de rester enterré. Le visage de Valdine revenait sans cesse, déformé par la peur, par la colère, par cette sensation d'impuissance qu'elle n'avait jamais vraiment surmontée. Lorsqu'elle avait appris qu'Anaïs maintenait l'événement malgré tout, quelque chose s'était fissuré en elle. Pas une simple déception, une blessure intime, profonde, celle qui naît quand la personne en qui on a le plus confiance semble détourner le regard. Pour Billy, ce n'était pas une question de stratégie ou de carrière. C'était une question de survie, de dignité. Travailler pour un homme qui avait tenté de la tuer lui paraissait impensable, presque obscène. Dans le silence de sa chambre, elle avait pris sa décision avec une clarté douloureuse, elle ne participerait pas. Peu importe les conséquences, peu importe ce que cela coûterait à Anaïs. Elle refusait d'être complice, même indirectement, de cette mise en scène où Valdine passait pour la victime. Lorsque Billy rendit son tablier, le geste fut simple, presque calme. Mais derrière cette apparente maîtrise, il y avait une colère froide, une tristesse immense, et surtout le sentiment d'avoir été trahie. Elle ne cria pas, n'expliqua presque rien. Son regard disait tout, la déception, l'incompréhension, et cette distance nouvelle qui venait de s'installer entre elle et Anaïs, comme un mur impossible à franchir. Anaïs, de son côté, encaissa le choc sans vraiment le montrer. Elle tenta de garder la tête haute, de se convaincre qu'elle pourrait gérer, qu'elle trouverait une solution. Mais une fois seule, la réalité la frappa de plein fouet. Billy n'était pas seulement une collaboratrice, elle était un pilier, un repère, une amie. Son départ laissait un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Elle alla chercher du soutien auprès de Clotilde et de Stanislas, espérant peut-être une validation, une compréhension. Mais les mots qu'elle reçut furent loin de la rassurer. Clotilde, lucide et directe, exprima ses doutes sans détour. Pour elle, Anaïs perdait le contrôle de la situation, et surtout de son équipe. À force de vouloir tout porter seule, elle risquait de tout perdre. Ses paroles, même prononcées sans malveillance, résonnèrent comme un avertissement sévère. Refusant pourtant de reculer, Anaïs prit une décision radicale, elle s'occuperait elle-même du menu. Elle ferait simple, mais irréprochable, misant sur la qualité brute plutôt que sur l'esbrouf. C'était une manière de reprendre la main, de prouver qu'elle restait la chef, quoi qu'il arrive. Elle alla même jusqu'à vouloir imposer son menu à Storek, comme pour réaffirmer une autorité que les événements fragilisaient un peu plus chaque heure. Pendant ce temps, la nouvelle du départ de Billy circulait déjà. Ferdinand l'apprit rapidement, et son sang ne fit qu'un tour. Pour lui, cette situation était une injustice criante. Voir Valdine traitée comme une victime, pendant que Billy portait seul le poids de son traumatisme, lui était insupportable. Lorsqu'il retrouva Billy, il la trouva épuisée, hantée par ses peurs, mais aussi déterminée. Elle lui parla de ses cauchemars, de cette impression d'étouffer chaque fois que le nom de Valdine était prononcé. Ferdinand l'écouta sans l'interrompre, conscient que parfois, le simple fait d'être là comptait plus que n'importe quel discours. Il lui assura son soutien, sans condition. Et dans ces mots, Billy perçut quelque chose de sincère, presque salvateur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule face à ce qu'elle avait vécu. Cette solidarité discrète, mais ferme, allait bientôt prendre une forme bien plus visible. À l'Institut, la vie continuait en surface, avec ces petites scènes du quotidien qui contrastaient violemment avec la tempête qui se préparait. Le père Lano annonçait son départ pour un mois en Alsace, laissant Inès frustrée par l'oubli de Zoé et Lionel. Lionel, justement, était ailleurs, préoccupé par Fleur, dont il n'avait plus de nouvelles depuis leur dernier échange troublant. Ces détails, en apparence anodins, formaient pourtant un arrière-plan révélateur. Pendant que certains cherchaient à se rapprocher, d'autres voyaient leurs liens se déliter. Dans ce contexte déjà fragile, Anaïs avançait, de plus en plus isolée. Elle ne le réalisait pas encore pleinement,
mais chaque décision qu'elle prenait l'éloignait un peu plus de ceux qui l'entouraient. Et tandis qu'elle tentait de tenir bon, une autre dynamique se mettait en place, portée par la colère, la loyauté et le besoin de justice, celle que Ferdinand était sur le point de transformer en véritable rébellion. À ce moment-là, sans qu'Anaïs ne s'en doute encore, les lignes venaient de bouger pour de bon. Et ce qui n'était qu'un malaise diffus allait bientôt éclater au grand jour. Dans les couloirs de l'Institut, la nouvelle du retrait de Billy continuait de se propager comme une onde silencieuse, laissant derrière elle une traînée de malaise et de prise de position de plus en plus assumée. Pour Anaïs, chaque regard croisé devenait une épreuve. Elle sentait les murmures, les silences trop appuyés, cette distance qui s'installait sans qu'elle puisse réellement l'enrayer. Plus elle tentait de se concentrer sur son travail, plus le poids de l'isolement se faisait oppressant. La brigade, autrefois soudée malgré les tensions, ne fonctionnait plus que par automatisme. Pénélope observait Anaïs avec une attention mêlée d'amertume. Depuis plusieurs jours, elle notait la manière dont la chef parlait, donnait des ordres, tranchait sans discussion. Ce n'était pas tant les décisions en elles-mêmes qui la heurtaient, mais la façon dont elles étaient imposées, sans écoute, sans nuance. À ses yeux, Anaïs n'était plus celle qui inspirait, mais celle qui commandait, comme si le pouvoir lui avait monté à la tête. Lorsque Pénélope finit par rendre son tablier, le geste fut empreint d'une gravité particulière. Elle expliqua calmement qu'elle ne se reconnaissait plus dans cette brigade, ni dans les choix qui étaient faits. Soutenir Billy lui semblait évident, presque naturel. Rester aurait été, pour elle, une forme de renoncement à ses propres valeurs. Son départ laissa Anaïs sans voix, confrontée à une réalité qu'elle refusait encore d'accepter. Ce n'était plus seulement une rupture personnelle, mais une contestation ouverte de son autorité. Tom, témoin silencieux de la scène, ressentit le même malaise. Depuis le début, il essayait de rester en retrait, de ne pas choisir de camp. Mais face à l'attitude d'Anaïs, quelque chose se bloqua en lui. Il ne se contenta pas de suivre Pénélope par loyauté, il prit la parole, lui aussi. Ses mots furent directs, presque brutaux. Il lui dit qu'elle changeait, que le pouvoir semblait l'aveugler, et qu'il ne voulait plus faire partie de cette dynamique. En rendant à son tour son tablier, il entérina la fracture. Pour Anaïs, ce fut un coup de massue. En quelques heures, elle venait de perdre l'essentiel de sa brigade. La cuisine, autrefois refuge et terrain d'expression, devenait un espace vide, presque hostile. Elle tenta de se convaincre qu'elle tiendrait, qu'elle n'avait besoin de personne pour avancer. Mais au fond d'elle, une peur sourde commençait à s'installer, celle d'être seule contre tous. Cette peur, Milan l'apercevait clairement. Depuis plusieurs jours, il observait Anaïs s'enfermer dans ses certitudes, se raidir face aux critiques. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin pour parler, la discussion dégénéra rapidement. Anaïs, épuisée et à bout de nerfs, laissa éclater sa frustration. Elle lui reprocha l'incident avec l'influenceuse, cette insulte qui avait déclenché toute la mécanique menant à la cérémonie de Storek et au maintien de Valdine. À ses yeux, sans cette erreur, rien de tout cela ne serait arrivé. Milan encaissa le reproche avec difficulté. Il savait qu'il avait sa part de responsabilité, mais il refusait d'endosser seul le poids d'une situation devenue incontrôlable. Il rappela à Anaïs que chaque décision était désormais la sienne, et que vouloir tout maîtriser impliquait aussi d'en assumer les conséquences. Ces mots, prononcés sans colère mais avec une lucidité tranchante, résonnèrent comme un verdict. Il l'avertit, à force de vouloir avancer seule, elle finirait par se retrouver complètement isolée. Cette mise en garde ne fit qu'accentuer la distance entre eux. Anaïs se sentit incomprise, attaquée de toutes parts, y compris par celui qu'elle aimait. Milan, de son côté, eut l'impression de parler dans le vide, de ne plus être entendu. Leur relation, autrefois fondée sur la complicité et le soutien mutuel, entrait dans une zone de turbulence dont aucun des deux ne mesurait encore l'ampleur. Pendant ce temps, une autre dynamique se consolidait ailleurs. Ferdinand, porté par sa colère et son sens aigu de la justice, ne se contentait plus de soutenir Billy en privé. Il observait la situation avec attention, analysant les réactions, les non-dits, les renoncements. Pour lui, le problème dépassait largement Anaïs. Il s'agissait d'un système qui protégeait Valdine et minimisait la souffrance de sa victime. Cette injustice lui était insupportable. Il en parla à Léonard, cherchant un écho à sa révolte intérieure. Contre toute attente, Léonard valida son ressenti. Il lui dit qu'il trouvait légitime ce qu'il faisait pour Billy, que parfois, il fallait savoir se lever contre des décisions iniques. Cette approbation renforça Ferdinand dans sa détermination. Il alla même plus loin en confiant à Léonard qu'il avait bloqué son propre père, un geste lourd de sens, presque symbolique. Pour lui, cette rupture était nécessaire,
comme s'il aurait dû la faire depuis longtemps pour avancer. Peu à peu, l'idée d'un rassemblement prit forme. Ferdinand ne voulait plus se contenter de mots ou de discussions en petit comité. Il voulait une action visible, collective, capable de montrer que le malaise était partagé par beaucoup. Ce projet, encore informel, commençait déjà à fédérer, attirant ceux qui se sentaient ignorés, trahis ou simplement écœurés par la situation. À ce stade, Anaïs n'avait pas encore conscience de l'ampleur de ce qui se préparait. Absorbée par son menu, par la pression de l'événement à venir, elle continuait d'avancer, persuadée qu'elle pourrait redresser la barre par le travail et la rigueur. Mais autour d'elle, les lignes avaient déjà bougé. Les alliances se redessinaient, les colères s'organisaient, et la fracture entre elle et le reste de l'Institut devenait chaque minute un peu plus profonde. Dans le même temps, sans éclat ni cri, une véritable opposition prenait racine. Et Anaïs, enfermée dans sa lutte solitaire, ignorait encore que le plus dur restait à venir. Alors que les tensions s'accumulaient autour d'Anaïs, l'Institut semblait fonctionner en deux temps. D'un côté, la vie quotidienne poursuivait son cours, presque indifférente au chaos latent. De l'autre, une colère collective prenait forme, nourrie par le sentiment d'injustice et par l'impression que certaines souffrances étaient volontairement passées sous silence. Cette dissonance rendait l'atmosphère encore plus lourde, presque irréelle. Dans les cuisines, Anaïs travaillait désormais seule. Le silence y était pesant, seulement rompu par le bruit mécanique des ustensiles et des pas qui résonnaient sur le carrelage. Là où il y avait autrefois des échanges, des rires nerveux ou des débats passionnés, il ne restait plus qu'une concentration tendue, presque fébrile. Chaque plat qu'elle imaginait devenait une épreuve personnelle, une manière de prouver qu'elle était encore capable, qu'elle n'avait pas perdu sa légitimité. Mais cette solitude forcée l'épuisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. En dehors des cuisines, le regard des autres changeait. Certains élèves évitaient Anaïs, d'autres la saluaient à peine. Il n'y avait pas encore de confrontation directe, mais cette distance collective agissait comme une condamnation silencieuse. Anaïs le ressentait à chaque pas, à chaque traversée de couloir. Elle se demandait parfois si elle n'avait pas déjà perdu la bataille, sans même s'en rendre compte. Pendant ce temps, Ferdinand passait à l'action. Le rassemblement qu'il avait en tête cessait peu à peu d'être une simple idée. Il discutait avec les uns, puis avec les autres, mesurant les réactions, testant les limites. Beaucoup partageaient son malaise, certains n'osaient pas encore le dire à voix haute, mais l'écoute attentive de Ferdinand, son engagement sans ambiguïté aux côtés de Billy, faisait écho à leurs propres doutes. Ce n'était plus seulement une question de Valdine, mais de valeur, de ce que l'Institut prétendait incarner. Billy, de son côté, oscillait entre soulagement et angoisse. Le soutien de Ferdinand lui faisait du bien, lui donnait l'impression de ne plus porter seule le poids de ce qu'elle avait vécu. Mais voir la situation dégénérer la mettait aussi mal à l'aise. Elle n'avait jamais cherché à déclencher une révolte, seulement à se protéger. Pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images revenaient, et avec elles la certitude qu'elle ne pouvait pas faire semblant, pas cette fois. Dans un autre registre, la maison continuait de vibrer de petites tensions domestiques qui semblaient presque dérisoires face à ce qui se jouait à l'Institut. Rose et Marc prenaient conscience du déséquilibre qui régnait dans leur quotidien. Jim et Carla, trop habitués à être servis, ne faisaient aucun effort, laissant Bérénice assumer seule les tâches les plus ingrates. Cette prise de conscience provoqua chez Marc une irritation qu'il n'avait plus l'intention de taire. Il promit de recadrer la situation, conscient que laisser faire revenait à cautionner une injustice ordinaire, mais révélatrice. À l'opposé de cette lourdeur ambiante, une autre histoire avançait à pas hésitants. Lionel, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Fleur, accepta enfin la discussion provoquée par Joséphine. Face à lui, Fleur se montra vulnérable, presque déstabilisée par ce qu'elle s'apprêtait à avouer. Elle confessa qu'elle n'avait jamais réellement vécu de relation avec des sentiments sincères, que l'intimité avait toujours été pour elle une expérience distante, sans attache profonde. Dire ces mots lui coûtait, car ils révélaient une fragilité qu'elle avait longtemps dissimulée. Lionel, loin de la juger, trouva les mots pour la rassurer. Il ne chercha pas à la brusquer, ni à minimiser ce qu'elle ressentait. Cette écoute attentive, empreinte de douceur, marqua un tournant. Plus tard, dans un moment suspendu, ils se laissèrent aller à une complicité nouvelle, presque légère, comme un souffle d'air frais dans une journée étouffante. Leur rapprochement contrastait violemment avec l'isolement grandissant d'Anaïs, soulignant encore davantage la solitude dans laquelle elle s'enfonçait. À l'Institut, cependant, la tension atteignait un point de non-retour. Ferdinand annonça enfin son intention de rassembler les élèves pour exprimer leur opposition à la décision d'Anaïs et au maintien de Valdine.
Il ne s'agissait plus de murmures ou de regards lourds de sens, mais d'un acte collectif assumé. Colline, convaincue et déterminée, se plaça naturellement à ses côtés. Ensemble, ils incarnaient une contestation qui ne voulait plus se cacher. Anaïs, absorbée par son travail, n'avait qu'une vague intuition de ce qui se préparait. Elle sentait bien que quelque chose lui échappait, mais elle s'accrochait à l'idée que le professionnalisme finirait par calmer les esprits. Elle ignorait encore que, dehors, une majorité s'organisait déjà contre elle, prête à transformer le malaise diffus en affrontement ouvert. À ce moment-là, l'institut n'était plus seulement un lieu d'apprentissage. Il devenait le théâtre d'un conflit frontal, où chacun allait bientôt devoir choisir son camp. À mesure que la journée avançait, l'institut semblait se refermer sur Anaïs comme un étau invisible. Chaque minute ajoutait une couche supplémentaire à cette sensation d'oppression qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Elle continuait pourtant d'avancer, portée par une forme d'orgueil mêlé de fatigue, convaincue qu'abandonner maintenant reviendrait à reconnaître sa défaite. Dans sa tête, une seule certitude subsistait. Elle devait tenir, coûte que coûte. Mais tenir signifiait aussi affronter les conséquences de ses choix. Le menu qu'elle élaborait seule devenait une obsession. Elle y mettait toute son énergie, toute sa concentration, comme si la perfection culinaire pouvait effacer le malaise humain qui l'entourait. Chaque plat était pensé pour être irréprochable, presque austère, reflet de son état d'esprit. Plus elle s'acharnait, plus elle s'isolait, incapable de voir que le problème n'était plus seulement professionnel, mais profondément relationnel. Milan, lui, observait cette dérive avec une inquiétude grandissante. Il reconnaissait à peine la femme qu'il aimait, tant elle semblait enfermée dans une posture défensive permanente. Il voyait bien qu'Anaïs ne cherchait plus à convaincre, mais à imposer, comme si toute remise en question représentait une menace directe. Cette rigidité créait un fossé entre eux, alimenté par des non-dits et des reproches à peine voilés. Milan se sentait relégué au second plan, réduit au rôle de coupable idéal. Lorsqu'ils se croisèrent à nouveau, la tension était palpable. Aucun mot ne parvenait à apaiser ce qui s'était déjà brisé. Leurs regards se heurtaient, chargés de frustration et de lassitude. Milan comprit alors que le véritable danger ne venait plus de l'extérieur, mais de l'incapacité d'Anaïs à écouter ceux qui tentaient encore de lui tendre la main. Cette prise de conscience le laissa amer, presque impuissant. Pendant ce temps, le projet de Ferdinand prenait une ampleur qu'il n'avait lui-même pas totalement anticipée. Les élèves affluaient, certains animés par une colère franche, d'autres par un simple besoin de se positionner. Le sentiment d'appartenir à un collectif leur donnait une force nouvelle. Pour beaucoup, il ne s'agissait plus uniquement de Billy ou de Valdine, mais de refuser un silence jugé complice. Ferdinand, au centre de cette dynamique, devenait malgré lui un leader, porté par la conviction que rester passif était une forme de trahison. Colline jouait un rôle clé dans cette mobilisation. Sa détermination calme, presque froide, apportait une légitimité supplémentaire au mouvement. Elle parlait peu, mais chaque mot pesait, chaque regard renforçait la cohésion du groupe. Ensemble, ils structuraient la contestation, donnant à la colère une direction claire, presque méthodique. Ce n'était plus une explosion émotionnelle, mais une opposition réfléchie, assumée. Billy suivait tout cela à distance, partagée entre gratitude et culpabilité. Elle n'avait jamais voulu être le point de départ d'un tel chaos. Pourtant, voir autant de personnes refuser l'injustice lui procurait un soulagement inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus réduite à son statut de victime. Elle existait autrement, à travers le soutien qu'elle recevait. Mais cette reconnaissance avait un prix, celui de voir Anaïs s'enfoncer un peu plus dans la solitude. À l'approche de la fin de la journée, l'atmosphère à l'institut devenait électrique. Les regards se faisaient plus appuyés, les discussions plus tendues. Chacun sentait que quelque chose allait se produire, sans savoir exactement quand ni comment. Anaïs, toujours concentrée sur ses préparations, percevait cette agitation sans parvenir à la décoder. Elle se disait que tout finirait par se calmer, que l'excellence de son travail parlerait pour elle. Elle se trompait, car dehors, loin des cuisines, la contestation avait déjà trouvé sa forme. Les élèves se préparaient à un geste symbolique fort, un acte collectif qui marquerait un point de rupture. Et Anaïs, enfermée dans sa logique de contrôle, s'avançait sans le savoir vers l'instant le plus humiliant de sa carrière. Dans le même temps, l'institut retenait son souffle. Car ce qui s'annonçait n'était plus une simple crise, mais un basculement irréversible. L'instant décisif arriva sans fracas, presque avec une cruauté feutrée. Anaïs franchit le portail de l'institut comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant, persuadée que, malgré les tensions, rien ne pourrait réellement déraper.
Elle avançait d'un pas ferme, le regard droit, habitée par cette volonté presque désespérée de ne rien laisser transparaître. Pourtant, dès les premiers mètres, quelque chose lui parut étrange. Un silence trop dense, trop compact, qui n'avait rien de paisible. Les élèves étaient là, tous, alignés, immobiles, figés dans une posture qui n'avait rien d'anodin. Lorsqu'Anaïs s'approcha, aucun visage ne se tourna vers elle. Aucun salut, aucun murmure. Un à un, comme mus par un signal invisible, ils détournèrent le regard. Ce geste, simple en apparence, fut d'une violence inouïe. Anaïs sentit son cœur se serrer, sa respiration se bloquer. Elle comprit immédiatement, ce n'était pas un malentendu, mais un message clair, collectif, irrévocable. Au premier rang se tenaient Ferdinand et Colline. Leur présence n'avait rien d'agressif, mais elle était chargée de sens. Ferdinand ne criait pas, ne provoquait pas. Il se contentait d'être là, droit, assumant pleinement sa position. Colline, à ses côtés, affichait une détermination froide, presque implacable. Ensemble, ils incarnaient cette rébellion silencieuse, cette opposition qui refusait désormais toute ambiguïté. Anaïs resta un instant immobile, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle chercha instinctivement un regard familier, un signe de soutien, mais ne trouva que des visages fermés ou détournés. La honte monta brutalement, mêlée à une colère sourde et à une incompréhension totale. Elle avait cru pouvoir tenir bon, mais face à cette mise à l'écart public, toutes ses certitudes vacillèrent. Ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas la colère affichée, mais l'absence totale de dialogue. Personne ne lui laissait la possibilité de s'expliquer, de justifier ses choix. Elle n'était plus une chef, plus une camarade, mais une figure à rejeter. Ce rejet collectif, aussi muet que déterminé, résonna comme une condamnation sans appel. À distance, Billy observait la scène, le cœur serré. Voir Anaïs ainsi isolée la bouleversait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'éprouvait aucune satisfaction, aucun sentiment de revanche. Seulement une tristesse profonde, mêlée à une forme de résignation. Les choses avaient dépassé le cadre de leur relation personnelle. Ce qui se jouait là relevait désormais d'un conflit de valeurs, bien plus large. Milan arriva à son tour, témoin impuissant de cette humiliation. Il comprit immédiatement que les avertissements qu'il avait adressés à Anaïs n'avaient pas été entendus. La voir ainsi, seule face à tous, le frappa de plein fouet. Il ressentit une douleur sourde, faite d'amour, de colère et de culpabilité. Il savait qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant, ni pour elle, ni pour eux. Anaïs finit par avancer, traversant ce couloir humain qui refusait de la regarder. Chaque pas était un effort immense. Elle sentait le poids des regards invisibles, l'accusation silencieuse, la certitude d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Lorsqu'elle franchit enfin les portes de l'Institut, ce ne fut pas une victoire, mais une défaite intime, profonde, presque irréparable. À cet instant précis, Ferdinand sut que la ligne avait été franchie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le message avait été envoyé, et il était irrévocable. L'Institut venait de basculer dans une nouvelle ère, où les choix de chacun auraient désormais un coût visible. Anaïs, elle, s'éloignait, brisée mais droite, incapable de pleurer, incapable de crier. Elle ne savait pas encore comment elle allait continuer, ni même si elle le pourrait. Une chose était sûre, elle venait de perdre bien plus qu'une brigade ou un soutien. Elle avait perdu sa place parmi les autres. Et dans ce silence lourd, chacun comprit que cette journée laisserait des traces durables, bien au-delà des murs de l'Institut. Après cette humiliation muette, l'Institut retrouva une agitation trompeuse, comme si chacun cherchait à masquer ce qu'il venait de vivre derrière des gestes mécaniques. Anaïs, réfugiée dans les cuisines, tentait de reprendre pied. Ses mains bougeaient avec précision, presque automatiquement, mais son esprit était ailleurs. Chaque ingrédient qu'elle manipulait semblait porter le poids du regard des autres, de ce rejet collectif qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre pleinement. Elle se répétait qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire, que céder aurait été une faute professionnelle. Pourtant, au fond d'elle, un doute corrosif s'installait. Clotilde observa cette agitation de loin, consciente que la situation avait dépassé le simple cadre d'un conflit interne. Elle percevait la fracture qui se creusait entre Anaïs et l'Institut, et savait qu'aucune décision administrative ne suffirait à réparer ce qui venait d'être brisé. L'autorité d'Anaïs, déjà fragilisée, venait d'être publiquement contestée. Pour Clotilde, la question n'était plus de savoir qui avait raison, mais comment éviter que cette crise n'entraîne tout le monde dans sa chute. Du côté des élèves, l'ambiance oscillait entre soulagement et malaise. Certains avaient participé au geste collectif par conviction profonde, d'autres par solidarité, voire par peur d'être mis à l'écart. Une fois l'acte posé,
Beaucoup se demandaient silencieusement s'ils n'étaient pas allés trop loin. Mais personne n'osait revenir en arrière. Le mouvement, une fois lancé, avait sa propre inertie, et chacun semblait prisonnier de la position qu'il avait adoptée. Ferdinand, malgré son apparente assurance, ressentait lui aussi le poids de ce qu'il avait provoqué. Il savait que l'humiliation d'Anaïs était réelle, mais il refusait de considérer cela comme une erreur. Pour lui, ce choc était nécessaire, presque inévitable. Il se convainquait que sans ce geste fort, la souffrance de Billy serait restée invisible, diluée dans des compromis institutionnels. Pourtant, lorsqu'il croisa son regard plus tard, une ombre de doute traversa brièvement son visage. Billy, de son côté, se replia sur elle-même. Voir Anaïs ainsi brisée réveillait en elle des sentiments contradictoires. Elle se souvenait de leur complicité passée, de cette confiance qu'elle avait placée en elle. Mais ces souvenirs se heurtaient à la réalité de ce qu'elle avait vécu, à cette peur encore bien trop présente pour être ignorée. Elle comprenait désormais que certaines fractures ne se réparent pas simplement par des explications ou des excuses. Milan tenta une dernière approche. Il retrouva Anaïs dans un moment de fatigue extrême, quand la façade de contrôle qu'elle s'imposait commençait à se fissurer. Il ne chercha pas à la convaincre ni à lui faire la morale. Il lui parla de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait ressenti en la voyant seule face à tous. Ses mots n'étaient ni accusateurs ni indulgents, mais empreints d'une tristesse sincère. Anaïs l'écouta sans répondre, incapable de formuler ce qui se bousculait en elle. Ce silence entre eux était plus douloureux que n'importe quelle dispute. Il révélait une distance nouvelle, une incompréhension profonde qui ne se réglerait pas en un instant. Milan comprit alors que leur relation était suspendue à un fil fragile, et que la suite dépendrait de la capacité d'Anaïs à reconnaître ce qui venait de se passer, au-delà de la simple défense de ses choix. À l'institut, chacun rentrait peu à peu chez soi, laissant derrière lui une atmosphère lourde, chargée de non-dits. Les murs, témoins silencieux de tant de passion et de conflits, semblaient garder la trace de cette journée particulière. Une journée où les lignes avaient été franchies, où les certitudes s'étaient effondrées, et où l'avenir de plusieurs personnages se retrouvait soudain incertain. À ce moment-là, une chose était devenue évidente pour tous. Rien ne pourrait revenir exactement comme avant, et les conséquences de cette rébellion silencieuse ne faisaient que commencer. La nuit tomba sur l'institut avec une lenteur pesante, comme si le temps lui-même hésitait à refermer cette journée trop chargée. Les couloirs se vidaient peu à peu, mais l'écho de ce qui s'était produit restait suspendu dans l'air. Anaïs quitta les cuisines tardivement, épuisée, les épaules lourdes, le regard fixe. Chaque pas résonnait comme un rappel de ce qu'elle venait de perdre, non pas en une seule décision, mais par une accumulation de choix qu'elle n'avait pas su infléchir. Dehors, l'institut paraissait paisible, presque indifférent. Pourtant, derrière cette façade, quelque chose s'était définitivement déplacé. Anaïs comprit qu'elle ne faisait plus partie du collectif tel qu'elle l'avait connu. Ce n'était pas seulement une mise à l'écart passagère, mais une fracture plus profonde, celle qui touche à la confiance et au sentiment d'appartenance. Pour la première fois, elle se demanda si son obstination n'avait pas été une forme d'aveuglement. Chez Billy, la nuit fut agitée. Les images de la journée se mêlaient à ses souvenirs, ravivant une peur qu'elle pensait avoir contenue. Mais au milieu de cette agitation intérieure, un sentiment nouveau apparaissait, celui d'avoir enfin posé une limite claire. Elle ne regrettait pas son choix, même si le prix à payer lui semblait désormais plus lourd. Voir Anaïs seule lui avait rappelé que la justice, parfois, n'épargne personne, pas même ceux qui croient bien faire. Ferdinand, de son côté, restait éveillé, incapable de trouver le repos. Il repensait à cette scène devant le portail, à la force silencieuse du geste collectif. Il savait que cette journée marquerait un tournant, non seulement pour Anaïs, mais pour l'institut tout entier. Une part de lui se demandait déjà jusqu'où cette rébellion pourrait aller, et quelles conséquences elle aurait sur ceux qu'il voulait protéger. Il avait agi par conviction, mais la conviction n'efface jamais totalement le doute. Milan, lui, se sentait vidé. Il comprenait désormais que la crise qu'il traversait ne concernait pas uniquement une décision ou un événement précis, mais une manière de se positionner face aux autres. Il aimait toujours Anaïs, mais il ne savait plus comment la rejoindre sans renier ce qu'il était lui-même. Cette impuissance le laissait dans un état de tension permanente, comme s'il devait choisir entre le soutien et la lucidité. Dans les heures qui suivirent, chacun tenta de reprendre une forme de normalité. Mais sous cette apparente reprise, les blessures restaient ouvertes. Les élèves, même ceux qui avaient participé à la rébellion, réalisaient que leurs gestes avaient créé une ligne de fracture durable. Certains éprouvaient une forme de fierté, d'autres un malaise diffus, mais tous savaient qu'ils avaient franchi un seuil symbolique.
Anaïs, seule dans le silence de sa chambre, laissa enfin tomber le masque. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée finirent par couler, non par faiblesse, mais par épuisement. Elle repensa à Billy, à Milan, à sa brigade, à cette confiance qui s'était effritée sans qu'elle ait su l'empêcher. Elle ne se voyait plus comme une chef intransigeante, mais comme une femme acculée, ayant cru que la rigueur suffirait à tout réparer. Au fond d'elle, une question s'imposait, lancinante. Pouvait-elle encore réparer ce qui avait été brisé, ou devait-elle accepter que certaines erreurs laissent des traces indélébiles? Cette interrogation resta sans réponse, suspendue dans le silence de la nuit. Ainsi s'achevait une journée charnière, marquée par l'isolement, la colère et la prise de conscience collective. Rien n'était encore réglé, bien au contraire. Mais une chose était désormais certaine, l'Institut venait d'entrer dans une zone de turbulence dont personne ne sortirait indemne, et les lendemains s'annonçaient lourds de conséquences pour chacun des protagonistes.